11 décembre, 6 heures du matin. 3 raffineries russes sont en feu. Une plateforme pétrolière en mer Caspienne est en flammes. Une piste d'atterrissage dans l'Arctique, avec un cratère au milieu. Des bases aériennes endommagées du nord au sud. Pendant ce temps, dans la capitale, Moscou, 4 aéroports ont été fermés pendant 10 heures. 200 vols annulés, des milliers de personnes bloquées, des millions dépensés en missiles intercepteurs tirés, mais aucune destruction. Quelque chose n'avait pas de sens. L'Ukraine venait de lancer sa plus grande attaque de la guerre. 300 drones, 2000 km de portée de l'Arctique à la mer Caspienne. La capitale russe, l'endroit que la Russie a protégé à tout prix, est sorti indemne, tandis que le reste du pays brûlait. Et quand vous découvrirez pourquoi, tout prendra sens, car tout a commencé par un mensonge. Tous ces 300 drones n'avaient pas de cible. Environ 100 d'entre eux ont été envoyés directement vers Moscou, mais ils n'étaient pas programmés pour détruire quoi que ce soit. La mission était simple, arriver et tourner en rond. C'est tout, c'est ça. Quel jeu d'échecs militaire, c'est ce que l'Ukraine a fait, c'est Zanoto. Il peut suivre plusieurs cibles et lancer plusieurs intercepteurs. Lorsque vous présentez plus de cibles que le système ne peut en traiter, cela crée une saturation. Certaines cibles passeront, mais l'Ukraine a été plus maligne. Au lieu de tout saturer en même temps, elle a concentré l'attention russe sur un seul point. Le point le plus important. La Russie n'avait pas d'autre choix que de défendre Moscou de toutes ses forces, encercler la capitale jusqu'à ce que la Russie réagisse, et elle a réagi exactement comme il fallait. Des sirènes retentissent dans toute la ville. Alerte générale. 4 aéroports ferment simultanément. Les défenses aériennes tirent sans arrêt. Des millions de dollars sont dépensés en intercepteurs. Réfléchissez. Moscou, c'est là où est Poutine. Il fallait protéger, pas d'autre choix. Tu as pensé à l'impact ? 4 aéroports principaux fermés pendant presque une demi-journée. Chaîne d'approvisionnement interrompue. Fret aérien retardé. Compagnies aériennes réaffectant leurs équipages. Chaque vol annulé coûte des dizaines de milliers de dollars. Multiplie ça par 200. Mais le coût réel n'était pas financier, il était psychologique. Et, pendant que toute l'attention russe était concentrée là-bas, 200 drones se sont dirigés vers un autre endroit, Samara, à 800 km à l'intérieur de la Russie. Des habitants ont filmé quelque chose de bizarre. Entre 15 et 20 drones traversant le ciel, volant si bas qu'ils frôlaient presque les cimes des arbres. Aucune défense aérienne n'a tiré, aucune sirène, un silence absolu, les drones sont simplement passés. Et, 30 minutes plus tard, la raffinerie de Sisra était en flammes. Ce n'était pas seulement Samara. La FIPSC, à 400 km de la frontière, a vu ses réservoirs de carburant prendre feu. Tu vois, regarde, oh là, mon mari est dans la forêt. La production a chuté soudainement de 20 à 30%. Et cette raffinerie avait déjà été attaquée 5 fois depuis juillet. Maintenant, ça fait 6. C'est la stratégie ukrainienne. Attaquer la même cible 6 fois en 5 mois. Chaque attaque ajoutant des dégâts à la précédente. La raffinerie ne se remet jamais complètement. Les réparations deviennent plus coûteuses, plus compliquées, plus longues. C'est comme arracher une blessure qui essaye de cicatriser. À un moment donné, elle ne guérit plus. Pour te donner une idée, la FIPSC a une capacité de production de 9,1 millions de tonnes par an, mais avec des attaques constantes. Elle ne fonctionne même pas à ce niveau. Saratov a brûlé, Volgograd, tout a explosé la même nuit, pendant que Moscou luttait contre des drones vides. Mais il y a quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui a tout changé. Au milieu de la mer Caspienne, à 1500 km, à l'intérieur de la Russie, il existe une plateforme pétrolière Filanovsky, exploitée par le géant d'État Lukoil. Dans la nuit du 11 décembre, elle a pris feu. Tu te rends compte ? La mer Caspienne, contrairement à la mer Noire, est une mer fermée, entourée de terre. Pour y arriver, un drone doit traverser des centaines de kilomètres de territoire russe, sans être détecté, sans être abattu. Transportant suffisamment d'explosifs pour détruire une plateforme pétrolière en mer, c'était la première attaque contre une plateforme en mer de toute la guerre.
Poutine pensait que la mer Caspienne était en sécurité, qu'elle était trop éloignée, hors de portée. Cet incendie représente une perte de plus de 6 millions de dollars par jour en revenus. L'incendie était si intense qu'il a fallu des heures pour le maîtriser. Et à ce moment-là, quelque chose de troublant est devenu très clair. Nul endroit en Russie n'est sûr. Dès lors, il n'y avait plus de retour possible. Si l'Ukraine peut atteindre la mer Caspienne, elle peut toucher n'importe quelle plateforme, n'importe quelle raffinerie, n'importe quel dépôt, n'importe où. La profondeur stratégique sur laquelle la Russie a toujours compté n'existe plus. Le territoire russe n'offre plus de protection. La distance n'est plus une sécurité. Mais ce n'était pas encore fini. Alors que le sud brûlait, des drones ont volé vers l'extrême nord, vers l'Arctique. Mourmansk, une base que la Russie utilise pour des bombardiers stratégiques, comme le Tupolev 95 et le Tupolev 160. Ce sont des avions géants qui ont toujours été hors de portée. Historiquement, l'armée de l'air russe utilise ces bases du nord comme arrière-garde. Lorsque la pression augmente au sud, les avions se dirigent vers l'Arctique, hors de portée et en sécurité. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient jusqu'à cette nuit-là. Un drone a frappé la piste d'atterrissage. Le résultat, un cratère massif inutilisable. Et réparer une piste dans l'Arctique, en plein hiver russe, ce n'est pas rapide. Maintenant, la Russie a un problème. Si l'Arctique n'est plus sûr, où déplacera-t-elle ses bombardiers? La seule option est l'Extrême-Orient. Des milliers de kilomètres supplémentaires, plus de temps, plus de carburant, moins d'efficacité. Et il y a encore autre chose. 3 autres bases ont été attaquées à Ivanovo, 2 Su-30 et 4 autres ont été endommagées. Les mêmes avions qui larguent des bombes planantes contre l'Ukraine. Chaque avion détruit signifie moins de bombes qui tombent sur le territoire ukrainien. À Ryazan, un dépôt de carburant a explosé. Sans carburant d'aviation, les avions restent au sol et le kérosène ne se transporte pas dans des camions classiques. Il faut une infrastructure sécurisée, des réservoirs spéciaux, des systèmes de pompage. Tout a été détruit. À Voronej, les défenses aériennes ont été complètement éliminées. La stratégie est claire. Détruire d'abord les défenses pour que la base devienne vulnérable à de futures attaques. Aveugler l'ennemi avant d'attaquer Voronej. Maintenant, elle est exposée. Et vous savez ce qui est le plus curieux à ce sujet? Le timing de cette attaque n'était pas une coïncidence. 2 jours avant, le 9 décembre, Trump a fait une déclaration disant que l'Ukraine était en train de perdre, que Poutine avait l'avantage et que l'Ukraine n'avait aucune carte pour négocier. Des rapports indiquaient que l'administration Trump faisait pression pour un accord de paix avant Noël. Un accord qui impliquerait de céder du territoire, en particulier le Donbass. Sauf qu'en septembre, 2 mois plus tôt, Trump avait dit quelque chose de différent après avoir rencontré Zelensky. L'Organisation des Nations Unies a affirmé que l'Ukraine pourrait non seulement résister, mais aussi tout reprendre, voire davantage. Tu veux savoir ce qui a changé depuis? La perception que l'Ukraine était faible, sans option, en train de perdre de l'élan. Ce changement de ton ne s'est pas produit dans le vide. Il existe un récit à Washington selon lequel la guerre a tourné en faveur de la Russie, que prolonger le conflit ne fait qu'entraîner plus de souffrance, qu'il vaut mieux accepter la réalité et négocier. Ce récit gagnait du terrain même parmi les alliés. 2 jours après que Donald Trump a affirmé que l'Ukraine n'avait pas d'atout, celle-ci a prouvé le contraire, sans parole, avec des frappes de l'Arctique à la mer Caspienne, touchant des cibles que Vladimir Poutine pensait intouchables, en coordonnant 300 drones lors d'une attaque qui a complètement trompé les défenses russes. Ce n'était pas seulement une opération militaire, c'était un message politique, et bien sûr, la Russie a tenté de minimiser l'impact. Le ministère de la Défense a annoncé avoir abattu 287 drones, que les dégâts étaient des minimes. Mais comment expliquer 3 raffineries en feu, filmées par des observateurs locaux et des blogueurs militaires russes? Comment expliquer les flammes sur la plateforme de la mer Caspienne? Les 200 vols annulés qui ont affecté des milliers de personnes? Le cratère dans l'Arctique, visible par satellite? Le mot « maman minimum » ne correspond en rien à toute cette destruction.
Et quand le gouvernement dit que tout est sous contrôle et que les dégâts sont minimes, mais les citoyens voient témoin des avions intercepteurs tirer dans le ciel de Moscou pendant des heures, sont bloqués dans les aéroports, regardent des vidéos de raffineries en feu sur les réseaux sociaux, la crédibilité s'est effondrée. C'est en essence une guerre psychologique. L'Ukraine n'a pas besoin de convaincre le gouvernement russe. Elle doit semer le doute parmi la population sur la véracité des propos de ses dirigeants. Et chaque fois que le ministère minimise la situation alors que les gens voient des incendies, ce doute grandit. Même si la Russie dit vrai, cette attaque reste impressionnante. Parce que si la Russie a abattu 287 drones sur 300, il n'en restait que 13. Et ces 13 drones ont incendié 3 raffineries, une plateforme pétrolière en mer, détruit une piste dans l'Arctique, endommagé des avions et fait exploser des dépôts de carburant. Réfléchissez-y, seulement 13 drones ont fait tout cela. Ou bien la Russie ment, ou bien la Russie. Beaucoup sont-ils vraiment passés? Ce qui est clair, c'est que la stratégie a parfaitement fonctionné, et que cette opération a révélé autre chose, la capacité industrielle de l'Ukraine. Ces 300 drones ont été produits localement, pas importés. Le Lyuti, par exemple, a une portée de 2000 km, et peut transporter une charge de 350 kg d'explosifs. Le coût est de 200 000 $ chacun, comparé maintenant avec les missiles intercepteurs russes, qui coûtent des millions. Les calculs ne sont pas en faveur de la Russie. L'Ukraine dépense des centaines de milliers pour forcer la Russie à en dépenser des millions. Mais il y a un détail encore plus important. Je parle de cette stratégie d'attaquer à plusieurs reprises les raffineries dont j'ai parlé précédemment. Parce qu'avant l'Ukraine attaquait, attendait, attaquait à nouveau. Ce qui laissait le temps de réparer. Mais maintenant, c'est différent. Elle frappe les mêmes cibles plusieurs fois. La raffinerie d'Afipsk, que nous avons vue plus tôt, a été frappée 6 fois depuis juillet, et celle de Sisran 3 fois depuis août. Chaque attaque aggrave les dégâts précédents. Les réparations deviennent plus coûteuses, plus compliquées et plus longues. Les raffineries restent hors service pendant des périodes de plus en plus longues. Et par conséquent, la capacité nationale russe de raffinage du pétrole est tombée à 5 millions de barils par jour. Cela signifie moins d'essence, moins de diesel, moins de produits à vendre, moins d'argent pour financer la guerre. Comme vous pouvez le voir, l'Ukraine saigne la Russie économiquement. Et le 11 décembre a prouvé que l'Ukraine a la portée, la technologie et la volonté de continuer indéfiniment. Alors, quand vous entendez dire que l'Ukraine est en train de perdre, souvenez-vous de cette nuit-là. Une nation capable de coordonner 300 drones sur 2000 km de l'Arctique à la mer Caspienne, en utilisant des leurres pour tromper l'un des plus grands systèmes de défense aérienne du monde. Ce n'est pas une nation au bord de l'effondrement, c'est une nation qui s'adapte, qui évolue, qui a trouvé comment se battre selon ses propres termes. Au final, cette guerre ne sera pas décidée par le nombre de chars que chaque camp possède, ou par la quantité de territoire en jeu. Elle sera décidée par celui qui pourra soutenir l'effort le plus longtemps. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que ce type d'attaque change le cours des négociations de paix? Écrivez-le dans les commentaires si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans cette guerre et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. On se retrouve dans la prochaine vidéo.